voix n'est pas faite pour être parfaite, elle est faite pour être vraie. Imagine un monde où nos différences ne nous séparent plus mais nous relient, où la sensibilité de chacun devient un langage commun, un pont entre les cœurs, un chemin vers plus d'amour et de compréhension. Bienvenue dans Les Voix Authentiques, le podcast qui éveille ta voix intérieure, celle qui ressent, celle qui relie, celle qui rayonne. Je suis Emmanuelle, j'accompagne les entrepreneurs engagés et sensibles à créer une communication alignée à leur essence, à oser leur voix et à ancrer leur présence en matérialisant leur univers en ligne. Dans le dernier épisode des Voix Authentiques avec Nathalie Alstine, nous avons plongé au cœur de la sensibilité, celle qu'on découvre d'abord en soi, qu'on apprend à comprendre, à aimer, à apaiser. Aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir un nouveau chapitre parce qu'une fois qu'on s'est reconnu dans cette différence, qu'on a trouvé une forme de paix intérieure, il reste une grande aventure, celle de la relation. Comment vivre, comment aimer, communiquer quand on ressent tout le temps. Comment cohabiter dans un couple, dans une famille où chacun vit l'intensité à sa manière. Pour en parler, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir Élodie Crépel, thérapeute, médiatrice et autrice, spécialiste de la douance et de la neurodiversité. Elle accompagne depuis des années les familles, les couples et les enfants sensibles pour transformer la différence en dialogue et l'intensité en lien vivant. J'ai découvert Élodie à travers son approche profondément humaine, ancrée dans le quotidien où la sensibilité devient une ressource pour mieux s'aimer et mieux se relier. Cet épisode, c'est comme une passerelle vers la nouvelle année. Une invitation à vivre nos émotions en mouvement, à créer des relations plus conscientes et à accueillir la vie dans toute sa nuance. Alors, allumons les voix. Bienvenue, Élodie. Ah, merci beaucoup pour l'invitation, Emmanuelle. Je suis ravie d'être là. Je suis ravie que tu sois là. On en a discuté. Avant que tu arrives dans le studio des Voix Authentiques, j'étais en train de relire mes notes que j'avais prises dans ce livre il y a 2 ans. Donc, je le montre. Ça remonte. Femme au multipotentiel. C'est un livre qui m'a beaucoup aidée. Donc, si ça peut être un cadeau de Noël qui est déjà passé ou un cadeau d'anniversaire, ça peut être une bonne idée. Donc, ceci étant dit, Élodie, merci beaucoup. La première question que je voulais te poser, c'est en tant que psychanalyste, thérapeute, tu aurais pu avoir ton cabinet comme de nombreux thérapeutes en France, etc. Et tu as décidé d'oser ta voix, de lancer ton podcast qui s'appelle Potentiel, d'écrire des livres et vraiment de porter la voix, ta voix pour expliquer ce qu'est la neurodiversité. Je voulais savoir quel est ton parcours et pourquoi tu as osé ta voix de cette manière-là. Alors, c'était pas le projet. Voilà. C'était pas le projet. Donc, avant, je vivais en France. Depuis plusieurs années, je vis au Royaume-Uni, plus précisément en Écosse. Ouais. Pour ceux qui pensent que le Royaume-Uni, c'est seulement l'Angleterre, non. Il y a 4 pays dans le Royaume-Uni et je peux vous assurer que chacun est différent. Mais en fait, au début, j'avais effectivement, quand je me suis lancée à mon compte, j'avais, comme tu dis, mon petit cabinet sur le côté et voilà, c'était très classique. Ouais. Très bien, hein, parfois le classique, ça peut convenir très très bien. Bah, tout à fait. Et en fait, j'ai eu mon deuxième enfant, donc maintenant j'en ai 4. Donc j'ai eu mon deuxième enfant et mon mari était interne en médecine. Et à ce moment-là, pour l'internat, il a changé de région. Donc j'ai suivi mon mari et donc j'ai lâché ce que je faisais en fait sur Toulouse. Donc on s'est retrouvés en Corrèze à ce moment-là. Donc je venais d'accoucher de mon deuxième et je devais faire une pause parce qu'en plus, si tu veux, en parallèle, j'étais en double doctorat. D'accord. Donc je devais préparer mon doctorat. Donc il y avait plein de choses comme ça et en fait ça s'est fait parce que je me suis retrouvée, tu vois, du jour au lendemain de 7h du matin jusqu'à 22h du soir, sans compter les gardes le week-end de mon mari, seule avec mes 2 enfants sans relais. Et j'avais besoin, au-delà de ma parentalité, de faire autre chose en fait. Et j'ai eu envie de démocratiser parce que je faisais en fait ma recherche moi sur la névrose collective. Ouais. Ça parlait pas forcément aux gens, tu vois, c'est un peu trop technique, voilà. Donc j'avais très envie de démocratiser ça et
à l'époque, c'était les blogs, donc je Mhm. commençais à écrire des articles pour essayer de démocratiser ça, de partager ma passion parce que j'étais à fond dedans, forcément. Et en fait, petit à petit, on a lancé le blog avec 2 amis. Et moi, j'avais pas plus envie. À un moment donné, elles m'ont dit, mais continue, Élodie, à écrire parce que ça marche bien. Et on partageait sur les réseaux sociaux. C'était le début où tu partageais les articles sur Facebook, Instagram. C'est vraiment quand même un Mhm. peu le début de tout ça. Et petit à petit, en fait, il se trouve que j'ai dû mettre entre parenthèses mes études, que mon mari a eu quelques soucis de santé à ce moment-là. Et on m'a demandé, mais en fait, avec tout ce que tu partages, est-ce que tu ferais pas des rendez-vous en visio? Et je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas? Tu vois, Mhm. en fait, l'occasion s'est présentée. Et en fait, on faisait l'instruction en famille avec nos enfants, on les mettait pas à l'école. Donc, du coup, d'avoir un boulot à la maison, j'ai trouvé ça plutôt pratique. C'est sûr. Et ensuite, j'ai aimé avoir cette liberté géographique qui nous ont permis en fait de voyager. Puis on a eu une vie nomade après quand on a eu notre 3e enfant pendant quasiment 1 an et demi. On était nomades, donc ça m'allait bien finalement de travailler à distance et de développer mon entreprise comme ça. Et puis maintenant, finalement, c'est devenu toute ma vie et je me vois plus du tout revenir à un boulot classique. Pour le Tu coup, m'étonnes. j'aime cette liberté, cette créativité, me dire que voilà. Et mais j'étais pas du tout partie pour me lancer dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, je ne connaissais personne. Je Ouais. connaissais pas le milieu. J'avais personne autour de moi qui était entrepreneur. Je connaissais pas du tout ça. Puis moi, je me lançais vers de longues études universitaires. Je me voyais Mhm. après chercheuse à l'université, un truc beaucoup plus voilà. Donc, il a fallu tout apprendre et c'était pas facile. Eh oui, j'imagine. Ouais. Donc en fait, tu as saisi les opportunités qui se sont présentées à toi sans forcément y résister. Bah non, effectivement, il y a côté, il y a, il y a eu à un moment donné aussi, il n'y a pas le choix. En Ouais. fait, tu vois? C'est-à-dire qu'est-ce que je voulais prioriser et avec mon mari, on s'est toujours dit que c'était notre vie de famille. C'était nos enfants. Nos enfants, Mhm. c'était la priorité. Donc en fait, on a repensé toute notre vie autour de nos enfants. En fait, mon fils Mhm. aîné est autiste. Et l'autisme en France, c'est pas compris, c'est mal connu, c'est mal accompagné, c'est une Ouais. catastrophe. Bon voilà, je pense que tous les parents qui ont des enfants atypiques peuvent en témoigner, c'est une catastrophe. Et il était hors de question pour nous qu'on le mette dans le système classique qui allait plus lui faire du mal que du bien. Donc on a tout abandonné. Mais vraiment. Et ça a été terriblement effrayant parce que mon mari, il était en médecine, moi j'étais en thèse doctorale, donc c'était quand même, Mhm. on a fait de longues études l'un comme l'autre, donc on Mhm. était, je pense, très aussi, tu vois, conditionnés aussi de ce que c'était la réussite, de ce qu'on devait faire et tout, Ouais. et on a dû tout remettre en question. Et ça a été très douloureux. Et puis ça Mhm. n'a été surtout pas du tout compris par l'entourage. Genre, vous avez fait tout ça pour ça, mais c'est fou, c'est de la folie. Maintenant, quand je vois le parcours qu'on a, genre 10 ans après, aucun regret. Tellement Ah aucun. bah tu m'étonnes. Je, Aucun regret. j'ai une qualité de vie aujourd'hui que je n'aurais jamais pu avoir si je n'avais pas fait ces choix. Mais par contre, on a fait des choix difficiles. Je Oui, pense ça c'est que sûr. Des c'était, sacrés défis, j'imagine. on n'a pas pris la voie de la facilité. On aurait Ouais. pu, mais c'était pas celle. En fait, tu vois, au lieu de regarder toujours sur le court terme, on a regardé sur le long terme, ce qui était en adéquation avec ce qu'on voulait avoir dans Mhm. 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et pas sur Mhm. là, à l'instant présent, qu'est-ce qui me stresse et qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai vu du coup que tes enfants étaient eux aussi bien sûr hypersensibles et à haut potentiel. Alors je sais pas quel est le terme que tu privilégies toi? Si c'est douance, haut potentiel, zèbre, Ouais, ça c'est drôle, hein, c'est vraiment, tous ces termes-là en français, ça démontre bien qu'on n'est pas très à l'aise avec le sujet. n'est-ce pas? Mais non, mais ça reste un haut potentiel intellectuel, hein, quoi qu'on Mais en ouais, dise, c'est c'est quand ça. même un potentiel. Donc oui, HPI, on peut dire HPI. Douance, c'est plutôt un terme québécois. Et zèbre, Mmh. je pense que c'est parce que c'est Jeanne Sofachin qui a amené ça dans son Sopachin, ouais. qui est passé dans mon podcast justement trop intelligent pour être heureux. Elle a amené ce Mmh. terme, et tu vois, je l'avais interrogée, elle me disait, mais moi je l'avais amené comme ça, comme une métaphore, en disant que c'est le seul équidé qu'on ne peut pas dompter, le zèbre en fait. Et ça vient un peu de cette Et idée-là. Et les ouais et gens ça a ont pris de tellement l'essor. aimé que ça Ouais, a c'est pris, ça. tu vois, voilà, mais au final, c'est parce que les gens sont mal à l'aise pour appeler un chat, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bon, en tout cas, le haut potentiel intellectuel et la sensibilité qui lui est associée finalement, c'est pas juste une affaire individuelle, c'est quelque chose qui se joue vraiment dans la relation à l'autre, dans l'espace entre 2 êtres. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, comment ça se joue justement dans une relation? Alors, il faut effectivement réexpliquer que les neuroatypies, c'est un sujet anthropologique.
En France, on en a fait un sujet de santé mentale et il y a un gros problème là-dedans. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, en France, seulement les psychologues ou les psychiatres ont habilité ou légitimité à parler de ce sujet. C'est quelque chose que dans d'autres pays, on comprend pas. Au Royaume-Uni, aux États-Unis, enfin outre-Atlantique, au Canada, on a des coachs, on a des sophrologues, on a des profs, ils sont tous formés à ça, en fait. Ici, tu vois, maintenant, mes enfants sont scolarisés. Tous les profs ou tous les personnes dans le milieu médical qu'on connaît, tout le monde connaît ça, en fait. C'est plus un sujet à débat. Tu vois, en France, on est encore dans le sujet, est-ce que ça existe, est-ce que c'est pas, le fameux effet de mode, bon, voilà. Mais c'est ça, mais comment tu l'expliques ça, justement, cette exception française? Alors, plusieurs choses. Déjà, c'est parce que on a forcément un peu de retard, je pense, là-dessus, parce qu'il y a moins de recherches sur le sujet, tu vois. Je pense qu'on est aussi dans une optique d'égalité en France. Tu sais, fraternité, égalité. Tu vois, l'égalité, c'est important, sauf que dans le sujet de l'égalité, on n'a pas compris que il fallait plutôt chercher l'équité. Je m'explique. En fait, dans l'égalité, c'est on va nier les différences. Tout le monde doit être pareil. Mais du coup, on nie qu'on n'est pas pareil. c'est non. Et donc, la différence. Dans l'idéal de l'égalité, on veut que tout le monde ait les mêmes choses. Et c'est pour ça, par exemple, qu'à l'école, en fait, tout le monde a les mêmes cours. Voilà, on attend que tout le monde a la même moyenne dans tout. Enfin, tout est pensé comme ça. Et donc, on nie les différences et on nie les particularités. Et on ne veut pas les voir. Donc ça nous empêche d'accepter aussi cet esprit de l'atypie, tu vois. Parce qu'on ne veut pas. Alors qu'on devrait parler plutôt d'équité. Et ça, tu vois, dans les pays du Nord, ils sont beaucoup plus développés sur ça. Énormément. Je pense que le rapport à l'enfant aussi très différent. En France, on est encore dans un rapport de force vis-à-vis de l'enfant. Alors que dans les pays du Nord, on est dans une acceptation de l'enfant, en fait, dans ce qu'il est, dans son cheminement. Ouais. Il y a beaucoup moins d'adultisme. Je dirais pas qu'il y en a pas, mais il y en a beaucoup moins, en fait. Ouais, ok. Ça nous aide pas. Mais il y a aussi autre chose, c'est que je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on en fasse un sujet médical, encore une fois, comme je dis, tu vois, ça bloque la compréhension de ce que c'est. C'est-à-dire que, en fait, je vois qu'il y a des grands débats entre psychologues où ils se tirent tous, en fait, la couverture à savoir qui fait quoi, tout ça. Et ils oublient, en fait, que tout ça, en fait, il faudrait que ça soit un sujet pluridisciplinaire, en réalité, où chacun a des choses à offrir. Et ça, je trouve ça dommage. Aujourd'hui, par exemple, quand je vois des coachs qui parlent de HPI, ils en parlent magnifiquement bien, on leur tire dessus en disant, mais toi, t'es pas psy, t'as pas de légitimité à parler. T'as pas le diplôme, t'as pas la casquette. Exactement. Alors ça, c'est vraiment un truc aussi. C'est un truc français. Dans le français, ouais. Je pense que quand on est dans l'entrepreneuriat, je pense qu'on déconditionne cette histoire. Exactement. Mais sinon, enfin moi, tu vois, qui a été justement dans l'universitaire, dans quelque chose de très universitaire, c'est vrai que le diplôme, c'est hyper important, en fait. Et ça, c'est problématique. C'est problématique parce que du coup, on essaye de soigner quelque chose, de trouver, en fait, on se dit, et donc la personne pense qu'elle a un problème, vu qu'on veut la soigner. C'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes hypersensibles qui pensent que leur hypersensibilité est un problème. C'est pas un problème. Et scientifiquement, on sait que c'est un potentiel, en fait. Donc, mais c'est pour ça que je dis c'est plutôt un sujet anthropologique que clinique. Parce que déjà, je tiens à rappeler que la santé mentale, elle concerne tout le monde, en fait, qu'on soit atypique ou pas. Bien sûr qu'il y a des personnes atypiques qui ont des problématiques de santé mentale, et heureusement qu'il y a des psys qui peuvent les accompagner là-dedans, dans leurs traumas, dans leurs difficultés, bien évidemment. Mais sinon, ce n'est pas un sujet de santé mentale. Et tant qu'on le verra comme ça, les gens ne comprendront pas qu'ils peuvent développer cette différence positivement, en fait. Et tu vois, c'est un peu ce que j'amène dans mon podcast. Donc, merci pour ça. Ouais, ça, c'est difficile parce que ça nous crée, je pense, vraiment un retard phénoménal parce que, du coup, on en est encore au stade du débat. Est-ce que ça n'existe pas? Alors que je te promets que, en vivant, tu vois, ici au Royaume-Uni, quand je leur dis que ça, c'est en France, par exemple, on se questionne encore si l'hypersensibilité existe, ils me regardent avec des yeux affolés, quoi. C'est fou. Pas, tu vois? Ouais. Et le fait d'être au Royaume-Uni aujourd'hui te permet d'avoir beaucoup de recul, justement, sur le système français. Totalement. Ah bah ouais, ça doit t'aider là-dedans. Alors ça m'aide et à la fois je suis frustrée parce que tu vois quand je partage des connaissances sur les réseaux sociaux, je vois tellement l'écart que c'est frustrant. Encore ce matin, il y a quelqu'un qui m'a partagé apparemment un podcast très très connu donc je citerai pas, mais de psy qui pendant apparemment en fait 1 heure démonte totalement les études scientifiques sur l'hypersensibilité et elle me dit mais je sais plus quoi penser. Je lui dis mais moi je suis toujours affolée de me dire en fait ils ont pris quelques études qui certainement il y a plein d'études effectivement qu'on peut gratter, il y a des études où c'est
c'est fait sur trop peu de personnes ou c'est pas assez personnes. On est d'accord en fait. Mais je me dis ces personnes-là, tu vois, moi tu vois, j'ai fait un master avec l'option recherche. Je suis allée jusque, tu vois, quand même, j'ai fait beaucoup d'études, tout ça, et je suis affolée de voir. Oui, c'est ça. Et je me dis, en fait, toi, t'es qui? Tu vois, jeune psychologue, tout juste fraîchement diplômé ou presque, tu vois, pour remettre en question des études internationales où c'est pas un chercheur, ce sont des équipes de chercheurs. Et pour que la recherche soit publiée, il faut qu'elle soit validée par plusieurs autres équipes de chercheurs. Non, mais je crois que les gens, ils n'ont pas réalisé qu'on publie pas une étude comme ça juste parce qu'il y a un chercheur qui dit, allez, moi, je fais ça, je balance ça. Non, ça se passe pas comme ça en réalité. Surtout pas. C'est des équipes entières de chercheurs qui sont payés et qui font ça depuis des années, dont c'est le métier. Et pour qu'elles soient publiées, il faut que d'autres équipes de chercheurs valident. Et toi, t'es là, tu vas faire un podcast d'1 heure et en disant non mais c'est n'importe quoi. Je trouve ça et je trouve l'arrogance incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et puis ça nie aussi l'existence de toutes les personnes qui sont hypersensibles. C'est ça. Donc bon, voilà, c'est vrai que après, tu vois, moi je rentre plus maintenant dans le débat parce que je pense que en fait, j'ai tellement pris de recul face à ça, je pense en vivant à l'extérieur, que j'avoue que je me dis ben pense ce que tu veux. Voilà. Exactement. Mets ton énergie à la bonne place, n'est-ce pas? C'est ça. Et ce que je dis souvent, c'est écoutez, de toute façon, je ne fais pas partie de ces gens qui croient en une seule vérité unique. On est des milliards d'individus sur cette planète. Je ne crois pas qu'il y ait une vérité unique de bien penser ou de bien faire les choses pour tout le monde. Ça n'existe pas. Donc, prenez ce que vous avez besoin de prendre à l'instant T dans ce podcast ou dans d'autres. Faites votre salade composée, en fait. C'est un buffet à volonté maintenant Internet avec toutes les connaissances qu'on en a. C'est clair. Vous trouverez toujours quelqu'un qui aura une opinion différente, voire à l'opposé. Et je crois que justement d'être toujours à la recherche de la vérité, ben, ça nous éloigne peut-être justement de qu'est-ce qui est bon pour moi, en fait, tu vois. Totalement. Quel sens pour moi. Et ça, et se donner aussi la possibilité de changer d'avis. Ça, c'est bon, ça, la possibilité de changer d'avis. On a le droit, finalement, hein. Ben ouais. Heureusement. Ça s'appelle le consentement, en fait, en vrai. Tu vois. Oui. Donc, exactement. Donc, t'as le droit. On a le droit de changer d'avis. Et du coup, est-ce que cette sensibilité qui se joue dans une relation dépend de l'éducation qu'on va avoir? Ouais. Je vais revenir sur la question présente. Effectivement, on est parti. Je vous plein de tiroirs. Donc oui, pour quand même conclure, pour dire que c'est un sujet anthropologique, ça veut dire que la manière dont on va voir son atypie est plus liée à votre environnement, la culture du pays, mais aussi l'éducation, pour faire le pont avec cette deuxième question. Parce que, et tu vois, là, on a des études longitudinales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des études qui ont été sur 20, 30 ans, qui ont suivi les mêmes personnes sur plein d'années. Donc là, on a pas mal d'études là-dessus. Donc, c'est hyper intéressant, ce genre d'études. Bon, ça coûte un bras à la science, mais c'est hyper pertinent. Qui ont révélé, effectivement, qu'il y a des personnes hypersensibles. Si elles ont été éduquées au sein d'une famille où la sensibilité n'est pas un sujet, mais plutôt une compétence, je donne un exemple un peu cliché, mais qui va parler, je pense, à tout le monde, dans une famille d'artistes, où la sensibilité peut être justement mise en avant dans ton art, en musique, en danse, ou je sais pas, en peinture, qu'importe l'art, eh bien, on va la révéler chez toi. On va se dire, mais c'est incroyable, parce que tu es créatif, tu es créative, tu vois. Et la personne ne va jamais s'interroger, à savoir, est-ce que je suis plus sensible que les autres? En fait, cette question, ça va être une normalité, en fait. Exactement, est une normalité. Mais si à contrario, tu nais dans une famille où cacher ses émotions, c'est la norme, où dès que tu pleures, on va te montrer du doigt en disant que t'es trop faible, fragile, voilà. Où on va te dire ces fameuses phrases qu'on a, je pense, plus ou moins entendues, vas-y, pleure, tu pisseras moins, là, ce genre de choses, voilà. Ou bien, tu ressembles à une fille pour les petits garçons, c'est encore pire, je trouve, par rapport à ça. Eh bien, inévitablement, tu vas te dire que dès que tu ressens une émotion, que tu as un problème, que tu ne devrais pas ressentir ça, en fait. Donc, alors que ça pourrait être la même personne dans 2 environnements différents. Et tu vois, ça revient un peu à cette phrase qu'on donne souvent à Albert Einstein, alors qu'on ne sait pas si c'est lui qui l'a dit, mais c'est l'idée de dire, si on demande à un poisson de grimper à un arbre toute sa vie, il va se croire bête, en fait, tu vois. C'est exactement ça, c'est-à-dire que dans le mauvais environnement, tu te sens pas adapté. Alors, tu vois, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont nous écouter en disant, mais ouais, mais il faut que je trouve le bon environnement. Il n'existe pas. C'est-à-dire que même si vous étiez, par exemple, je parlais des atypies au Royaume-Uni, chaque culture a aussi ses failles.
Et donc, ils ont aussi leurs failles ici, bien évidemment. Il y a aussi d'autres choses que c'est super chouette en France et moins au Royaume-Uni. Bref, on peut toujours comparer. Et je dis souvent aux gens, arrêtez d'attendre qu'on vous donne une place. Prenez-la ou inventez-la. Prenez-la. Donnez-vous la permission d'être qui vous êtes. C'est ça. Il y a personne qui va vous dire, regarde, je sais exactement ce qu'il faut pour toi, vas-y, je te donne une place. Non. Ça, je pense que c'est le parcours d'une vie, de comprendre qu'à un moment donné, personne ne va vous donner une place. Et pire encore, si on vous la donne, refusez-la parce que ça veut dire que elle n'est pas faite pour vous. On va vous donner la place qui correspond à la personne. Mais ça ne fonctionnera pas. En fait, demandez-vous qu'est-ce que vous avez envie d'être et soyez cette personne-là. C'est ça. En fait, tout part de soi, hein. C'est ce qu'on a vu avec Nathalie la semaine dernière. Tout part de soi. Et une fois qu'on sait accepter soi-même, dans la relation, c'est plus fluide, forcément. Et on est plus accepté par l'autre. Oui. Après, tu vois, en psychanalyse, c'est vrai qu'on se dit toujours que la construction de soi ne peut pas se faire sans les autres. Parce que, en fait, alors ça c'est un peu psychanalytique, mais la théorie consiste à dire que tu sais que tu es toi parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Ouais, bien sûr. Tu vois, tu sais que tu as une conscience, que tu as une existence parce que à travers les yeux d'autrui, on t'en a donné une. Ouais. Et par exemple, on le voit dans le lien d'attachement à l'autre, la manière dont nos figures d'attachement, si on a eu un lien sécure ou insécure avec nos parents ou les tuteurs, va générer l'image que j'ai de moi. Si j'ai été aimée pour moi, ou est-ce que j'ai été aimée pour ce que je faisais, pour mes compétences, pour mes savoir-faire, ça va changer l'estime que j'ai de moi, sur l'amour, l'image que j'ai de moi. Et ça, c'est hyper important. Mais ça peut évoluer. Ça, je tiens vraiment à le dire, c'est-à-dire, parce que des fois, il y a des personnes, tu vois, qui vont se dire, ah ben, moi, effectivement, ça a été difficile, et puis ils en font une vérité, tu vois, en disant, ben, du coup, je ne pourrai jamais m'aimer, ou ça sera toujours difficile. Oui, ils s'identifient à ça. Voilà, c'est faux, c'est totalement faux. Alors, des fois, ça demande effectivement un travail thérapeutique, mais je veux dire, on peut toujours évoluer, toujours faire grandir les choses. C'est la plasticité cérébrale, cette capacité de toute façon à apprendre, à changer, à évoluer constamment, qu'importe l'âge qu'on a. Ouais. Merci pour l'éclairage. Moi, de mon côté, j'ai découvert mon atypie, on va dire, après avoir été prise en sandwich entre mon père et mes enfants. C'est-à-dire que mon père l'a découvert quand il avait 50 ans et on a découvert que mes enfants étaient au potentiel. Et moi, il a fallu à peu près 4 ans à ma thérapeute pour me convaincre de passer le test. Parce que pour moi, je ne l'étais pas. Ouais. Mais je voyais en observant mes enfants je voyais certaines parts de moi dans mes enfants, tu vois. Je crois, et c'est ce que j'ai découvert en te lisant notamment, que les femmes découvrent beaucoup leur atypie et leur haut potentiel à travers leurs enfants. Ouais. Alors, j'ai des choses à dire par rapport à ça. Effectivement. Alors, c'est l'ouvrage Femme atypique dont c'est le premier tome. Là, t'as montré le deuxième, mais dans le premier tome, j'en parle plus beaucoup. La plupart des femmes qui découvrent leur atypie à l'âge adulte le découvrent à travers leurs enfants. Je pense que quand on est adulte, on légitime moins le fait de se poser des questions sur soi. On se dit, bon, pas à mon âge, bon, il y a d'autres priorités, des choses comme ça. Et pourquoi les gens font autant de burn-out? Pourquoi les gens sont autant angoissés, stressés, désalignés par rapport à ce qu'ils veulent? Mais parce qu'en fait, ils pensent que c'est du temps perdu de se questionner sur ce qu'ils veulent. Donc, ils foncent. Et on en arrive à un moment donné à ce qu'on appelle la crise de quarantaine, cinquantaine ou tout ce que tu veux, avec en disant, mais en fait, je dois faire quoi dans la vie? Je comprends pas et tout. Ben, quel est le sens? Exactement. Donc, il va falloir à un moment donné faire cet exercice et sinon, tu vas droit dans le mur. Tu vois, c'est comme quand je dis aux gens, rappelez-vous à l'époque où on n'avait pas de GPS, je sais que pour certains, il y en a qui se met avec, mais d'autres non, hein. Quand on était perdu, si t'avais pas de carte routière, ça aussi, qu'est-ce qu'on fait quand on est perdu? On revient sur nos pas, en fait. Tu vois? On revient en arrière et on re-regarde, en fait. Mais c'est exactement ça. Si à un moment donné, vous vous sentez perdu dans votre vie, revenez en arrière sur certaines bases, tu vois. Mais il y a un truc chez les femmes plus particulièrement, c'est ce qu'on appelle le barnum du barnum. C'est-à-dire qu'elles arrivent à s'auto-convaincre elles-mêmes et elles vont
utiliser ce que moi j'appelle des semi-vérités, parce qu'elles ont l'intelligence, en fait, de retourner leur intelligence contre elles-mêmes. Donc, en fait, tu vas utiliser une vérité, parce que si tu utilisais un mensonge, t'arriverais pas à te croire toi-même. Mais si tu utilises une vérité, eh ben, tu vas là, tu vas vraiment, en fait, insister sur celle-là pour te dire, ah, ça, c'est la preuve que ça me concerne pas. Par exemple, les femmes, elles vont se dire, non, mais j'étais pas bonne à l'école. Donc, genre, elles n'étaient pas excellentes. Donc, elles vont se dire, voilà, donc c'est la preuve que je ne suis La pas. preuve que je ne le suis pas. C'est Elles vont exactement ça. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, il y a un problème d'idées reçues sur ce que c'est les atypies. Je crois que, en fait, il faut comprendre qu'on médiatise les atypies sur des choses de l'ordre de l'exceptionnel. Ouais. C'est-à-dire que de toute façon, le but d'un média, c'est de faire de l'audimat. Donc, pour faire de l'audimat, il va pas vous montrer ce qui est de l'ordre un peu de l'ordinaire. On est bien d'accord. Sur de l'extraordinaire. Donc, il va te dire que les personnes HPI, ce sont des personnes qui, je sais pas, se rappellent de 200 chiffres derrière la virgule de pi. Voilà. Qui ont 20,02 au bac, tu sais. Ça n'est pas mon cas, hein, je vous rassure, ça n'est pas mon cas. Mais du coup, et donc les gens pensent que c'est ça le HPI. Ouais. Tu vois, maintenant il y a des séries. Alors, je n'ai jamais vu la série, il paraît qu'il y a une série HPI, tout ça, voilà. Oui, j'ai vu, mais non, je l'ai jamais vu non plus. J'ai jamais vu non plus. Mais je pense que les gens n'ont pas compris qu'ils vont, en fait, le but de ces séries, de ces films, de choses comme ça, c'est, en fait, de créer de l'émotion. Et pour créer de l'émotion, il faut créer de la surprise, de quelque chose qui va, tu vois, interloquer la personne. Mais en fait, ça, et oui, ça existe des gens comme ça, bien sûr. Mais dans les HPI, c'est quoi? Peut-être, allez, 2% des HPI, tu vois. Ouais. Les autres, ils sont où, tu vois? Et c'est ça, pareil. Quand je parle d'autisme, c'est pareil. On imagine toujours la personne qui rentre pas en interaction, qui ne peut pas parler, qui se balance droite et gauche. Bien sûr que ça existe. Bien sûr qu'il y a des personnes autistes comme ça. Mais est-ce qu'elles le sont toutes? Non, en fait. C'est très large le spectre de l'autisme. Et tout est comme ça. L'hypersensibilité, on imagine la personne qui pleure tout le temps. Bah, spoiler alerte, il y a des personnes hypersensibles qui ne pleurent pas. Et elles sont quand même hypersensibles. Donc, en fait, on est dans un cliché. Donc, je pense que c'est difficile pour les personnes de, en fait, se dire, ça pourrait me concerner. Parce que, ben, quand elles voient toutes les cases à cocher d'un cliché, elles se disent, mais je les casse. Je les cache pas. Ouais. Donc, et comme je disais, les femmes, d'autant plus, alors, c'est drôle parce que elles sont genrées, les atypies, de par notre culture. Je tiens à dire que toutes les atypies, alors une atypie, c'est de naissance, donc effectivement, on est, on meurt, donc on vit toute notre vie comme ça, mais en plus, ça concerne autant les hommes que les femmes. Mais nous, on a genré, genre l'hypersensibilité, ça serait plus féminin, je mets ça entre gros guillemets, parce que je pense qu'on laisse beaucoup plus les petites filles exprimer leurs émotions que les petits garçons. Pour autant, l'hypersensibilité, c'est autant en fait masculin que féminin. D'ailleurs, il n'y a pas d'histoire de genre. C'est non binaire, si on pourrait dire. Tu vois. C'est pareil. Voilà. Et pour les femmes, c'est la même problématique pour le HPI. Beaucoup plus d'hommes vont se questionner sur le sujet que de femmes. D'ailleurs, quand on dit à une femme, vos enfants sont HPI, est-ce que pour les couples hétérosexuels, est-ce que vous, votre conjoint serait HPI, la femme dans 99% des cas, va dire non mais moi non, mais par contre le papa c'est possible. Hein. C'est ça, exactement. Voilà. Ouais. Ça c'est comme si effectivement l'intelligence ne se conjuguait pas au féminin. Quoi. Exactement, et c'est pour ça qu'on se sent souvent illégitime en fait, qu'on a souvent ce sentiment-là, le syndrome de l'imposteur, l'impostrice. Je vais même aller plus loin parce que beaucoup, et je ne sais pas si c'est ton cas, mais qui ont passé le test et qui ont donc officiellement savent qu'elles sont, d'une part, souvent elles remettent en question l'analyse du pro, donc elles vont aller chercher tous les trucs en disant mais est-ce qu'il était pertinent, est-ce qu'il est professionnel, est-ce qu'il a pas voulu me faire plaisir, ça aussi je l'ai entendu, je suis mais non mais aucun. Ouais, j'ai eu ces réflexions là aussi, ouais. Aucun professionnel veut vous faire plaisir en disant oui ou non, en fait, c'est ça, il sera payé pareil, hein, donc vraiment, c'est pas, il a pas un quota à tenir. Hein. Mais pire encore, parfois, on peut se dire qu'elles vont se sentir soulagées, mais d'autres totalement pas. Et je vais même aller plus loin parce que moi, pour avoir accompagné des couples en tant que médiatrice, j'ai vu des hommes dans les couples hétérosexuels quitter leurs femmes parce que elles étaient HPI. Je n'ai jamais vu l'inverse. Il y a vu des hommes quitter leurs femmes parce qu'elles étaient HPI. Ouais. Et il y a des femmes qui peuvent en témoigner. Alors il y en a des hommes, ils n'auront pas l'honnêteté de dire que c'est directement comme ça. Ils vont te dire, mais c'est parce que depuis qu'elle sait, elle a changé. Ce qui peut être vrai, soyons honnêtes, tu vois, c'est un peu comme un déni de grossesse, tu vois. Une fois que tu sais, ça se voit. Bon, ben effectivement, parce qu'une fois que tu le sais, tu vas peut-être davantage oser certaines choses que tu ne te permettais pas. Mais bon, voilà. Et d'autres où je suis tombée sur un homme en disant, moi, je n'ai pas épousé ma femme pour qu'elle soit plus intelligente que moi. Je dis, vous savez, oui, et il me l'a dit.
c'était pas le deal, quoi. Je dis, mais vous savez que c'est pas apparu d'un coup, c'est pas comme une maladie d'un coup. Elle était comme ça. Mais le fait de le savoir, ça l'a, non. Wow. Tu sais, regarde, on en est encore au stade que certains hommes veulent gagner plus d'argent que leurs femmes. Ils ne Ouais, disent ouais, pas bien sûr. comment, mais ça crée un vrai bouleversement dans leur personnalité s'ils gagnent pas plus. Donc oui, bien sûr. Et je pense qu'il y a certaines femmes qui se refusent d'explorer aussi cette Mm. piste parce Mm. qu'elles savent au fond d'elles que ça pourrait changer des choses et Bah, ça, bien elles ont... sûr. Ça bouscule l'ordre établi, en fait. Oui, l'ordre établi. Puis je pense qu'il y a aussi, tu vois, du monde, tu le sais, je pense qu'il y en a qui se mettent aussi de la pression de bon, mais Mm. j'en fais quoi de ça maintenant? C'est ça. Moi, je pense que c'est important que les professionnels qui accompagnent les personnes dans cette découverte puissent dire mais on n'attend rien de plus en fait. Personne n'attend rien de plus de vous. Vous en faites ce que vous voulez et Ouais. vous l'avez toujours été. Voilà, c'est comme si je te disais Emmanuel, en fait, je tiens à te dire que tu es une femme. C'est de dire c'est pas je le sais quoi, tu vas pas me dire tu vas me dire c'est pas, je Mm. viens pas de faire une grande découverte là. Tu vois. Mm. Eh bien ça devrait être la même chose. En fait, ça devrait mettre juste un mot sur des caractéristiques qui n'avaient jusque-là finalement pas de mots clairs et posés et qui en ont Ouais. un. Voilà. Mais c'est vrai que je pense vraiment que ça doit être accompagné et tu vois, ça me perturbe pas quand tu dis qu'il a fallu plusieurs années pour qu'elle te convainque, même si c'est pas vraiment, elle t'a pas convaincu, mais elle t'a amené dans toutes ces Amener réflexions. à et Voilà. accompagner à. Et ça, je pense que c'est important de le faire parce que souvent les gens me disent mais est-ce qu'il faut absolument passer un test? Je dis sûrement pas, sûrement pas. Il y a des personnes qui auront besoin de cette passation pour Mm. légitimer, pour passer un Mm. cap, pour tourner une page, ouvrir notre livre comme vous voulez, et d'autres au contraire n'en ont pas besoin. Il suffit d'écouter des podcasts, de lire, de se renseigner, et ça leur apportera le soulagement dont ils ont besoin. Le Mm. test n'est pas obligatoire. Et j'ai même envie de dire, d'ailleurs, dans certaines situations, je le recommande pas non plus. Parce que quand c'est mal fait, par exemple, avec quelqu'un qui ne connaît pas, ça peut être problématique. Hein. Ouais. Moi, j'ai beaucoup encore entendu de témoignages, et c'est pareil, surtout en France, ça me scandalise, de psys qui vont dire bah, QI hétérogène, je peux pas vous dire. Non, mais ça, Et c'est qu'est-ce que pas tu fais de entendable. ça, en fait? Mais ça, c'est pas entendable. Hein. Je tiens à dire, s'il y a des gens là qui Ouais. nous écoutent et qui entendent ça, non, vous demandez le remboursement, j'en ai rien à faire. Parce que justement, c'est là où... Alors, tu vois, c'est ça qui est paradoxal, parce que justement, ils veulent absolument que ce soit des psys qui font passer des tests, mais alors dans ces cas-là, qu'ils fassent leur boulot d'analyse. Parce que quand il y a un QI hétérogène, c'est là où il y a justement besoin d'une expertise. Parce que avant, on n'en a pas besoin. En fait, le QI, comment ça se calcule avec un logiciel, tu vois. Mm. Pas juste dans un temps imparti. Ça, quelqu'un qui sait lire, il peut remplir le logiciel qui calcule, en fait, tu vois. Ouais, ouais, On n'a ouais. pas besoin de faire des études de psy pour ça. Ce qui va être intéressant pour le psy, et il y en a plein qui font un métier extraordinaire et qui savent très bien le faire, c'est qu'ils vont prendre en compte le verbal, le non-verbal, comment t'es arrivé au résultat. Ils vont essayer de comprendre avec toi la problématique. Pourquoi justement là t'as eu des difficultés? Qu'est-ce qui a fait que t'as eu des difficultés? Et le compte rendu, il sera aussi hyper pertinent en fait. Il ira bien au-delà en fait Ouais, juste d'un c'est ça, il chiffre. prendra en compte la globalité. Exactement, mais il sera en Mm. capacité d'analyser un résultat. Et c'est pour Ouais, ça qu'on le paye, c'est tu vois. ça. C'est pour ça qu'on le Donc, paye. on n'est pas le côté non calculable n'est pas entendable en fait. Alors, Ouais. je comprends le côté non calculable dans le sens où le QI ne peut pas être calculé, mais dans ces cas-là, on ne parle plus de chiffres, on va parler en fait d'échelle de chiffres plutôt. Mhm. Et quand il y a une hétérogénéité, il y a souvent en fait une autre atypie derrière. Est-ce qu'il n'y a Mm. pas un TDAH? Est-ce qu'il n'y a pas de l'autisme? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose en fait qui explique ça? Et Ouais, ça, d'accord. justement, on attend d'un psy cette capacité-là, tu vois. Mm. Je Donc, comprends. je pense que quand on est vulnérable, des fois, c'est plus difficile aussi de trouver un bon professionnel et on aura plus tendance à se laisser porter, à se dire bon, ben il m'a dit ça, tant pis, et ça peut faire plus de mal que de bien. Exactement, c'est important de se faire accompagner quand Ouais, on fait cette découverte-là. exactement. Et Ouais. d'ailleurs, demander, c'est vrai que maintenant, malheureusement, les psys n'ont pas toujours le temps de faire des accompagnements et parfois ils prennent beaucoup de rendez-vous et ça s'entend. Donc, soit on se fait accompagner à côté par un autre collègue, Ouais, c'est ça. soit on demande à la personne, suite à ce genre de rendez-vous, est-ce qu'il sera possible d'être accompagné pour justement Mm. il y a le post en fait, le post-test, qu'est-ce qu'on en fait en fait. Donc Ouais, demandez ça parce que ça fait, en fait, on se rend compte que ça fait partie d'un process, la passation d'un test. Ce n'est pas juste un test et c'est fini. En c'est réalité, ça. ça révèle souvent beaucoup plus et ça déterre des Mm. choses parfois auxquelles on ne pensait pas. Ouais, je comprends. Et c'est super important, je pense, de le comprendre, Ouais. que ça fait partie d'un processus. Tout à C'est une étape de la vie finalement, hein. C'est ça, mais c'est pas obligatoire. Il y en a qui auront Ouais, bien sûr, pas il y en besoin a de qui en ont passer besoin, d'autres non.
exactement. Il y a pas, encore une fois, il y a pas de vérité pour tout le monde. Ok. Tu disais tout à l'heure, du coup, que le haut potentiel, c'était une question d'hérédité. Oui, Donc, oui. et tu le vis, et je le vis aussi, nous sommes dans des familles où les hauts potentiels et les sensibles se côtoient. Mm, mm. Euh, pour toi, quelles sont les premières bases à poser pour créer un climat serein dans une famille sensible? Alors, c'est un peu comme dans toutes les familles, bien sûr, Mm. mais je crois que pour être plus à l'aise avec les atypies de nos enfants, il faut déjà être à l'aise avec avec les nôtres, tu vois. Certes. En fait, il faut mieux les comprendre aussi, les nôtres. Euh, il faut aussi peut-être réparer certaines choses, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont encore beaucoup de colère, certainement légitime, mais par rapport à leurs propres parents. Et tiens déjà, et je pense qu'il faut se rappeler que à l'époque, on en parlait encore moins, on en savait encore moins, on avait encore plus de préjugés. On peut pas trop en vouloir à, tu vois, aux anciennes générations de pas avoir su faire ce que maintenant nous on essaye de faire avec nos enfants. J'espère que de génération en génération on s'améliore. Mais aussi, j'aime bien interroger en disant, ok, vous ne saviez pas pour vos atypiques, mais pensez-vous que vos parents sont atypiques et ne le savent aussi pas, en fait, tu Ouais. vois? Parce que Mm. ça, on n'y pense pas. On pense à soi, mais en fait, nos parents peut-être étaient atypiques dans un monde qui était encore moins sensibilisé à ça. Ils ont bien dû faire forcément des erreurs, que ça a dû être douloureux pour eux, peut-être. Ils ont peut-être combattu sur certaines parts d'eux-mêmes aussi. Donc forcément, ils aimaient pas certaines parts de vous, parce que ça faisait référence à des parts d'eux-mêmes qu'ils ne voulaient pas voir. Bref, il y Ouais. a des choses comme ça qui se jouent, tu vois. Ouais. Donc, le fait de faire la paix avec son passé aussi, en tant que parent, de toute façon, nous aide, je pense, à mieux accompagner nos enfants. C'est clair. Donc, comme je disais, mieux connaissance de ses atypies, faire la paix avec son passé, communiquer. Et il y a par contre quelque chose, tu vois, il y a eu pas mal d'études là-dessus sur, tu sais, les styles de parentalité. Et Mhm. clairement, la parentalité qui fonctionne le mieux avec les atypiques, c'est la parentalité respectueuse. Il y a plusieurs mots, respectueuse, bienveillante, positive, mais en Ouais. fait, Ouais. le but, c'est qu'elle soit ni laxiste ni stricte. Mm. C'est comprendre que un enfant atypique, c'est un enfant qui va vous challenger. Et plus vous allez rentrer dans le rapport de force, parce que vous voulez avoir raison, et plus l'enfant, ça va être compliqué de créer une relation avec lui, en fait. Mm. Ce sont des enfants qui ont besoin de comprendre le pourquoi avant le comment. Je m'explique. C'est-à-dire que si vous posez une règle, c'est normal qu'il y en ait dans la maison, on ne peut pas tout faire, ou à l'extérieur, c'est totalement logique. On n'est pas dans le laxisme, hein. Il y a des règles, Mhm. bien évidemment. Mais cette règle, au lieu de lui dire comment la respecter, il aura besoin de savoir pourquoi la respecter. Et ça, le souci, c'est que je suis moi-même maman, hein, j'ai 4 enfants, donc des fois tout Ouais. expliquer, allez, soyons honnêtes, ça nous saoule. On a envie juste que ça file droit, que ça soit Ouais. bien évidemment, De pas y moi mettre aussi, trop de temps. mais bien sûr, c'est normal quand je dis moi aussi je suis maman, je sais très bien qu'il y a des fois où on est juste fatigué, on n'aurait pas envie de débattre, on n'aurait pas envie Mm. d'expliquer, bien évidemment. Mais vous allez perdre plus de temps, en fait, à faire ça et essayer absolument d'obliger vos enfants à faire ce que vous voulez. C'est sûr que c'est fatigant, mais je peux vous assurer que c'est plus rentable d'expliquer, en fait, pourquoi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que parfois, si on est totalement honnête envers nous-mêmes, il n'y a pas de bon pourquoi à la règle. On le fait soit parce qu'on nous l'a imposé quand on est enfant, donc on le refait sans y réfléchir, soit parce que c'est juste plus facile pour nous, point. Ça nous permet à nous de nous poser les bonnes questions finalement. Et ça c'est inconfortable. Et Ouais. c'est ce que j'ai dit, en fait, quand on a des enfants atypiques, je crois que c'est un plus grand inconfort parce que justement, ils nous challengent, en fait. C'est Mm. des enfants qui sont intenses. Rien que bébé, c'est souvent des enfants, en fait, très intenses qui nous sursollicitent. Je sais pas ceux qui ont eu des bébés, mais au niveau portage, au niveau succion, pour les mamans qui ont allaité, il y a des choses comme ça qui sont extrêmement... Et Ouais. d'ailleurs, il y a eu une étude qui a fait le lien entre l'hypersensibilité et les babys, qui sont une théorie du docteur Sears sur les bébés aux besoins intenses. Ouais. Et du coup, ils ont fait le lien, en fait. Et je tiens à dire que les bébés aux besoins intenses deviennent des enfants aux besoins intenses, qui deviennent des adultes aux besoins intenses. La seule différence, c'est que plus ils grandissent, plus ils sont autonomes pour répondre à leurs propres besoins. Mm. Mais on reste intense toute notre vie. D'ailleurs, D'accord. en tant qu'atypique, on fatigue notre entourage. On est C'est vrai, intense. on est intense. Et tout le On monde est n'est pas en intense. capacité de recevoir cette intensité. Ouais. Ouais, je comprends. Et il y a un concept, le concept de la, enfin c'est un concept, la culpabilité.
C'est quelque chose, et là, on aurait pu toucher ce sujet-là, justement, dans ce qu'on disait juste avant. La culpabilité, je pense, comme on doit apprendre à poser des limites, à dire non, et cetera, la culpabilité peut avoir un rôle, dans ces relations-là, justement. Est-ce que Alors, tu peux nous en parler? la culpabilité, c'est à double tranchant. En fait, je pense qu'on est, ça aussi, c'est assez culturel, c'est assez drôle. On fonctionne Ah beaucoup, ouais? ouais, on fonctionne beaucoup par la culpabilité. Je pense que c'est, et alors, sans jugement aucun, hein, parce que Ouais, bien je sûr. respecte toute croyance, mais je pense que le poids de la religion judéo-chrétienne fonctionne beaucoup sur le poids de la culpabilité, et c'est quelque chose qui se transmet énormément dans une culture. Mmh. Je vois par exemple au Royaume-Uni, ils sont plus protestants. La culpabilité est moins grande, ça joue moins là-dessus. Mais il y a d'autres problématiques, comme je dis, c'est pas mieux, hein, c'est juste la comparaison qui est intéressante. Et on en a fait, je trouve, et notamment, tu vois, dans les couples, la culpabilité, une arme de communication, mais qui est extrêmement toxique. Par exemple, dans le comptage de points qu'on connaît tous et toutes dans nos couples, genre qui fait quoi? Moi j'ai fait ci, oui Mmh. mais moi j'ai fait ça. En fait, on compte les points. En fait, qui en a le plus, donc qui est le plus à plaindre. Et celui qui a le plus à plaindre peut donc faire culpabiliser l'autre de ne pas avoir fait assez. Ce qui ne sert à rien, si ce n'est comme tu vois dans le sport de marquer contre son propre camp parce qu'on est censé être dans la même équipe. Donc c'est un peu ridicule, mais ça fonctionne beaucoup comme ça. Et je trouve que dans la culture française, ça fonctionne beaucoup par la culpabilité. En fait, je pense que derrière la culpabilité, on essaye de se dédouaner en disant c'est bon, si je culpabilise, c'est que je suis une bonne personne. Tu vois, c'est Ouais. un peu ce truc, Mmh. c'est que je suis pas une mauvaise personne si je culpabilise. Spoiler alert, ça n'a rien à voir. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, culpabiliser, c'est comme un signe. En fait, il faut imaginer, je sais pas, un signal dans ta voiture, par exemple, il n'y a plus d'essence. Mais tu peux très bien te dire, il n'y a plus d'essence, t'arrêter sur le chemin en disant, il n'y a plus d'essence, je peux plus avancer. Ça ne sert à rien. On est Si tu ne d'accord. fais rien. La Ouais. culpabilité, ça t'alerte que tu n'es pas aligné, en fait, avec une valeur, avec un besoin en particulier, qu'il y a quelque chose qui se désaligne. Et ça, c'est intéressant. Mais si tu t'en sers pour t'auto-flageller, pour ruminer que ça va pas, que ça ne sert à rien, ça t'utilise une énergie dingue, et en fait, tu ne passes pas plus à l'action. T'es juste soi-disant soulagé parce que t'es pas une mauvaise personne. Mais enfin, il y a plein de gens qui culpabilisent et qui continuent de faire de la merde. Hein. Ouais. On interroge certains prisonniers, il y en a beaucoup qui ont des remords. Et pour autant qui récidivent. Donc, la culpabilité ne fait pas de nous des bonnes personnes. Ce qui font de nous des bonnes personnes, c'est justement cette remise en question, ce changement de paradigme et de Oui, passer cette à l'action responsabilité. autrement. Exactement, c'est la responsabilité. Ouais. Exactement, c'est pas la culpabilité. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ça sert à rien de culpabiliser l'autre. Ça le fera pas changer. Sinon, Mmh. tous ces couples que je le vois souvent, où madame, par exemple, s'énerve parce que la charge mentale, elle est seule à tout prendre et elle fait culpabiliser son conjoint parce que je suis la Ouais. seule. Mais oui, lui, il culpabilise. Mais oui. Et ça lui renvoie à lui une mauvaise image. Il se dit qu'il est pas une bonne personne parce qu'il fait ça, il fait subir ça. Est-ce que ça change? Non. Non. Donc, faire culpabiliser l'autre ou se faire culpabiliser n'est pas du tout, en fait, un bon schéma de changement. Ça nous prend juste de l'énergie. Ça nous renvoie quelque chose, soit de négatif, soit on se soulage avec cette idée-là. En fait, notre ego, tu vois, va se Mmh. nourrir de ça, mais ça ne Mmh. sert à rien. Ouais, donc prenons nos Conditionnel. responsabilités, en fait. Bah, à un moment donné, si tu vois que je sais pas, ta voiture, elle te dit qu'elle a plus d'essence. Bon, bah, qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire que tu dois en mettre, point. C'est ça. Est-ce que tu râles en disant, ah voilà, c'est ça, j'ai plus d'essence. Moi, je ne veux plus avancer dans la vie. De toute façon, tout est terminé. Oh là là, heureusement que je me suis arrêtée. Non, mais tu vois, mais c'est exactement Ouais. ce qui se fait. Donc, en Mmh. fait, quand on culpabilise, c'est intéressant, effectivement. Mais ce qui est derrière, c'est se dire quelle information ça me donne. Ouais, c'est ça. Et Toujours qu'est-ce aller qui voir derrière ce qui se passe. comme toute émotion d'ailleurs. Les gens sont en Mmh. colère par leurs émotions. Mais leurs émotions, c'est justement tous ces signaux de voiture qui t'indiquent qu'il y a un truc qui roule pas, tu vois. Et c'est pour Ouais. éviter l'accident. Donc c'est plutôt chouette d'avoir des émotions. Si t'es triste, hein, bah, la tristesse, c'est hyper intéressant parce qu'en moment, c'est un moment d'introspection, la tristesse. C'est un repli sur soi qui est nécessaire. La Mmh. colère, c'est vraiment quelque chose justement que tu dois extérioriser. C'est un passage à l'action en fait. Ça va générer en fait une énergie dans ton corps, la colère. Donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir t'en servir. Donc chaque émotion est vachement utile. La culpabilité Oui, en fait partie. et finalement être trop, parce que ça je l'ai entendu souvent, être trop, ben, c'est ma manière à moi d'exprimer mes émotions. Alors là, j'en reviens avec l'histoire des autres. Il y a effectivement, tu vois, moi j'aime bien dire aux personnes, il faut imaginer deux contenants, tu vois. Un contenant de 200 millilitres et un autre de 500, imaginons. Ouais. Quelqu'un qui est trop, il n'est trop que pour un contenant de 200 millilitres. Mais si tu es face de toi un contenant de 1 litre,
tes 500 millilitres paraîtront peut-être pas assez. Ouais. On est trop qu'à l'image de quelqu'un d'autre. De l'autre personne, ouais. Exactement. Mm. C'est quelqu'un qui va, parce qu'il est éduqué comme ça, ou parce que c'est comme ça qu'il a envie de mener sa vie, et c'est ok, parce qu'on est tous différents. Pour lui, les émotions, ça doit se vivre de manière cachée, tu vois, voilà. Qu'importe si c'est quelque chose qu'on lui a transmis ou quelque chose qu'il aime, parce qu'on a le droit de penser ça. Moi, il n'y a pas de souci. Eh ben, c'est sûr que pour lui, vu qu'il va utiliser beaucoup d'énergie à essayer de cacher ce qu'il ressent, ça va lui être insupportable que les autres ne fassent pas pareil. Ouais. En disant, mais il pourrait faire des efforts. Enfin, genre, moi, j'en fais tellement que c'est pas supportable que toi, t'en fasses pas. Tu vois, c'est un peu ce truc. Sauf que vous n'êtes pas obligé de prendre sa vérité pour votre vérité. Quand quelqu'un vous dit, mais tu es trop, ben, ok, c'est lui qui le dit par rapport à sa norme à lui, en fait. Tu vois, j'ai beaucoup, par exemple, des personnes qui disent, mais moi, j'ai l'impression de me donner à 200% dans une relation et que c'est toujours à sens unique. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais il y en a beaucoup qui le disent, en fait. Mais c'est fort possible. Mais, et du coup, les gens ils vont dire, ben, c'est que je suis pas faite pour l'amitié, ou encore je suis pas faite pour l'amour, on peut utiliser ça pour tout. J'ai dit, mais c'est peut-être parce que t'as pas su donner aux personnes qui étaient en capacité de recevoir tout ce que tu avais à offrir. Et c'est vrai que quand on est 100% authentique, qu'on veut se donner à fond, eh ben, il y en a beaucoup qui ne souhaitent pas, qui ne veulent pas, ou qui ne peuvent pas. Parce que lui, tout ce qu'il peut donner, c'est 200 millilitres. Ça aussi, on le comprend pas, mais son maximum, c'est 200. Et toi, tu vas lui dire, tu peux pas me donner plus. Et j'en ai vu, tu vois, des couples en disant, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu veux de plus que moi? Et en fait, il y avait une incompréhension de ça. J'ai dit, effectivement, il ou elle est en train déjà de vous donner son maximum. Ça vous suffit peut-être pas. C'est entendable. Mais vous pouvez pas demander à quelqu'un quelque chose qu'il ne peut pas vous donner. Ouais. Ça, c'est ce que tu nous dis là, c'est important, je trouve, pour arriver à comprendre l'autre et pour arriver à comprendre l'enjeu de la relation aussi. Et parfois, tout seul, on a du mal à comprendre ça, à se mettre à la place de l'autre. Mais oui, parce qu'en fait, je pense qu'on fait tout ça, c'est qu'on transfère sur l'autre notre propre mode de fonctionnement. C'est pour ça que les gens disent, ah mais à sa place, j'aurais pas fait ça. C'est ça. Oui, c'est normal, tu n'es pas à sa place. Voilà. Exactement. On a tendance à penser que tout le monde nous ressemble. Mais pire encore, que tout le monde, en fait, a les mêmes valeurs que nous, a les mêmes projets que nous, a les mêmes rêves que nous, et a les mêmes traumas que nous. D'où les jugements. D'ailleurs, on en voit partout en disant, mais non, mais elle fait n'importe quoi celle-là, mais lui, pourquoi il a fait ça, c'est incompréhensible. Pour toi, c'est incompréhensible. Peut-être même pour lui, on ne sait pas où est-ce qu'il en est dans sa vie. Mais je veux dire, tant qu'on transfère son propre mode de fonctionnement, bah, on peut pas comprendre l'autre, on peut pas être ouvert à l'autre, et c'est donc très difficile d'être ouvert dans la relation. Et tu vois, je vais un peu plus loin, mais je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est réseaux sociaux et donc les algorithmes qui nous montrent que ce qui nous convient, les intelligences artificielles qui vont, les gens, tu sais, demandent de plus en plus à ChatGPT notamment l'avis, qu'est-ce qu'il en pense et tout. Mais attention, il va dans votre sens en fait. Il a été créé pour ça. Sauf si on lui demande concrètement de parler dans notre sens. Et même là encore, il faut voir le script qu'on lui propose en fait. Mais les gens sont de moins en moins tolérants à la différence en fait. Moi, je le vois. C'est-à-dire que quand tu vas faire une recherche sur Internet, ça va d'abord te montrer des choses qui vont aller. Et d'ailleurs, il y a en psychologie, on appelle ça aussi le biais de confirmation. C'est-à-dire que naturellement, tu vas aller trouver, même si on te donne plein d'informations, tu vas aller trouver l'information qui va venir confirmer ce que tu pensais déjà. Et donc, ça va t'amener l'idée de j'ai raison, il y en a d'autres qui pensent comme moi. Ça, c'est problématique. Parce que du coup, on s'ouvre encore moins à la différence. Il y a des gens qui pensent totalement différemment de moi. Et tu sais pas quoi, ils ont raison. Et c'est pas parce que ils pensent différemment. Mais en fait, voilà, c'est que je pense qu'on se dit, mais s'ils pensent différemment, ça veut dire que forcément un des deux a tort ou a raison. Chacun a sa vérité, il me semble, non? Oui, exactement. Et c'est ok que plusieurs, en fait, vérités cohabitent. Tu sais, il y a un peu ce dessin sur les réseaux qui est super chouette, où on voit un 6 et t'as une personne de côté et l'autre, t'as une autre personne. Et l'un dit, mais c'est un 6. Et l'autre de l'autre côté, il voit un 9 parce que le chiffre inversé, c'est un 9. Et donc, en fait, ils se prennent la tête pour rien. Parce qu'ils sont tous les deux. Bah oui, ils ont tous raison ou tort, qu'importe, en fait, tu vois. C'est une belle image, ouais. Ça. Et je trouve cette image très parlante. Mais c'est le rapport de force. C'est-à-dire que les gens, je pense que ça démontre que les personnes n'ont souvent pas confiance en elles. Quand tu veux absolument, en fait, avoir raison, ou chercher absolument qui a raison, c'est parce que il y a une angoisse en toi de dire mais si je n'ai pas raison, ça veut dire que je suis qui, je suis quoi, tu vois, les gens ils sont paniqués quoi, par rapport à ça. Ok. Bon, en tout cas,
Si vous voulez avoir plus de réponses à vos questions, voilà Oui. un livre qui pourrait vous aider. Et sur ton site internet, on peut aussi trouver tout ce que tu fais. Il y a aussi le podcast Potentiel Mmh. qu'on peut trouver sur toutes les plateformes Comme le tien. d'écoute. Voilà, Hein, c'est ça. voilà. Il y a pas de souci. Et la dernière question que j'aimerais te poser, Élodie, Dis-moi. c'est qu'est-ce que ta voix a envie de dire au monde aujourd'hui? Ah, plus de tout ce qu'on a dit. Ouais. Je pense que les gens devraient davantage s'aimer par eux-mêmes. Au lieu d'être toujours dépendants que quelqu'un les aime. Moi, j'entends souvent, oui, une fois que, tu vois, il y aura ci, il y aura ça, je pourrai enfin m'aimer. Ils n'ont pas compris que ça passait d'abord, en fait, sur juste se voir soi-même. Mmh. Et qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour s'aimer, en fait. On n'a pas du tout besoin d'être totalement beau, totalement intelligent, totalement gentil ou je ne sais quoi. On peut, en fait, il y a plein de parts d'ombre en chacun de nous. Mmh. C'est complexe un être humain. Moi, je travaille depuis des années, tu vois, j'accompagne depuis des années les êtres humains, hein, et ils ont tous leur complexité, leur paradoxe. Ça aussi, hein. Des fois, les gens, ils veulent être forcément logiques, mais il y a pas de logique dans l'être humain. Je pense que c'est ça aussi qui nous angoisse. On peut pas nous Ouais. mettre dans une case, ça serait trop facile, encore moins quand on est atypique. Mmh. Donnez-vous la possibilité de changer d'avis, de pas vous comprendre, de faire des erreurs, d'aller vers des échecs. Et aimez-vous avec tout ça, en fait. Apprenez encore plus à vous aimer avec tout ça. Et soyez libre d'être. Ouais, d'essayer de se tromper, d'oser. Ouais, En c'est fait, ça. à la fin de votre vie, quand on interroge les personnes, si vous avez l'occasion de parler avec des personnes âgées, tu vois, qui Ouais. ont 80-90 ans, tu vois, où on sent que potentiellement il leur reste pas tant que ça, c'est hyper riche parce que finalement le regret, mais genre universel qu'il y a et qui revient souvent, c'est j'aurais aimé oser davantage, faire des choses qui me plaisent et pas pour les autres. Ça revient souvent et dans toutes les cultures, tu vois. Donc Mais oser. apprenons de nos aînés pour pas Ouais, faire les mêmes erreurs, tu ouais, vois. ça c'est sûr. Ouais, ouais. Merci pour ce message d'amour. Bah oui, comme ça fera une bonne année. J'espère que 2026, ça sera autre chose pour tout le monde. Ah bah oui, écoute, il paraît que 2026, c'est l'année 1 en numérologie. Je n'y connais rien, mais on y croit. Écoute, Eh moi, ben, on y croit, on y croit. En tout cas, merci pour ta présence, merci pour tes mots, merci pour tout ce que tu nous as expliqué et qui met un peu plus de lumière justement sur notre relation à nous-mêmes et notre relation à l'autre. avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. J'espère que cet échange avec Élodie t'a inspiré et qu'il t'a permis de voir les relations sensibles sous un nouveau jour, non plus comme un défi, mais comme un espace d'apprentissage, d'amour et d'évolution. Parce qu'en réalité, nos liens sont les plus beaux miroirs de notre humanité. Ils nous rappellent sans cesse ce que Nathalie disait dans l'épisode précédent, qu'aimer, c'est aussi apprendre à se rencontrer soi-même. Et c'est justement ce qu'Élodie nous a transmis après la dernière question. Alors en cette fin d'année, je te souhaite des relations vraies pour la nouvelle, où la parole circule, où l'émotion se dit et où la différence se célèbre. Je pense que c'est un super vœu pour 2026. Si cet épisode t'a touché, inscris-toi à la newsletter Vibration Authentique. Chaque semaine, j'y partage des inspirations, des réflexions et les coulisses du podcast. Si tu veux en découvrir plus sur Élodie, tu peux aller voir dans la description de l'épisode le lien. Il y aura le lien de son site internet. Un immense merci à Rodrigue le Pirate pour la musique et le montage et à Anaïs Cotreau pour sa présence et son soutien sur les réseaux. Je te souhaite et nous te souhaitons une année 2026 remplie de justesse, de douceur et de voix alignées. Prends soin de ta voix intérieure et à très vite pour un nouvel épisode des Voix authentiques.